Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un super épisode avec Chad Damor. Je te laisse parler parce que je sais que C'est mon sujet dada. c'est ton sujet dada. C'est mon sujet dada, la santé mentale des hommes. J'aime ça quand on parle de santé mentale des hommes, vous savez, j'ai une place spéciale pour ça dans mon cœur. Et donc avec Chad aujourd'hui, il nous a parlé de son histoire, de son parcours, de comment lui a été touché par ça. Puis de l'impact que ça a aussi sur la manière dont il élève ses enfants. Bref, je vous dis pas tout l'épisode, juste allez l'écouter. Franchement, vous devez aller l'écouter. Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je vous dis C'est juste ça, bonne j'allais écoute. dire. Moi, j'allais dire après ça, il faut aller voir le Patreon. Abonnez-vous. Vous allez voir, Manu est dans son mode... Comment on appelle ça, ce mode-là? Oh, mais je rentre en transe interventionnelle. Ça vaut la peine. J'allais limite prendre le micro pour le remettre devant sa face parce que c'était très drôle. Allez voir Patreon. Bye! Bye! On parle de charge mentale. En fait, il faut être organisé. Les malades, c'est pas gérer ton foyer, ta famille ou bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Parce que tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Alors, bienvenue au podcast tout le monde. Nous avons avec nous Chad. Bonjour. Bonjour Chad, bonjour. Je te laisse présenter Chad. Tu me laisses présenter Chad? Ben, Chad est un animateur de radio. C'est quoi le poste? 101.5. 101.5 CIBL, voilà. On écoute son émission le samedi. Le poste est programmé dans ma radio Oh, sur mon ordinateur. Ton ordinateur de voiture. Vous avez un voiture? Mon Dieu, que je suis mauvaise! J'ai honte! C'est correct, ça? Ah, mon Dieu! Ah ouais. Fait que je connais pas le poste par cœur, mais j'écoute l'épisode, puis sinon, sur sa page Instagram aussi, là, on voit les vidéos. Fait que bref, tu fais ça. Oui. Mais à part ça, je sais pas d'autre. Fait qu'on va le Qui découvrir. es-tu, Chad? Ouais. Qui je suis? Qui es-tu? Bon, probablement animateur de radio depuis plus de 25 ans que je fais ça. J'ai commencé tout jeune, je vais pas vous donner mon âge. Père de deux pauvres adolescents, jeune homme marié, entrepreneur, gestionnaire de profession aussi. Donc je touche un peu à tout et j'ai une petite passion j'adore voyager. Donc j'ai même une entreprise de voyage. Donc j'adore partir à destination, m'évader, quelqu'un de curieux de nature. J'adore explorer aussi. C'est à ce côté de moi que les gens se reconnaissent un petit peu moins. Puis j'aime ça, jouer de la vie, profiter, chaque moment. Mais une compagnie de voyage, ça veut dire quoi? Comme une agence? Je veux faire Une agence. Je veux l'organiser, je t'appelle. Oui, ça s'appelle Voyage en groupe, voyageengroupe.ca. Puis on s'occupe de tout ce qui est voyage à destination, mais une formule de groupe. Donc, exemple, les gens veulent partir, événements, retraite, mariage, etc. Fait que nous, on fait tout le forfait clé en main. Donc, on fait affaire avec toutes les compagnies, puis on envoie les gens à destination. Ouais. Le fait d'acheter en groupe, ça diminue le prix des billets d'avion. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. Qu'est-ce qui arrive? Le fait d'acheter en groupe permet d'avoir des promotions. Mais ça ne veut pas dire que le prix, forcément, va être plus bas. Des fois, oui, des fois, non. Mais tu vas avoir d'autres promotions alentour. Exemple, tu vas payer moins cher au niveau des dépôts. T'sais, au lieu de donner un dépôt, je dis n'importe quoi, de 250, mais tu vas donner 150. Tu vas avoir d'autres promotions, des coulisses, exemple, des crédits voyage. Quand tu te maries, tu vas avoir des excursions à moins cher. Donc, il y a d'autres avantages. Dans le temps, oui, c'était moins cher quand tu réservais en groupe. Mais maintenant, les prix sont tellement chers pour voyager. Ouais, c'est que les compagnies vont dire, on va vous donner d'autres nanas à côté. Okay. Alors, tous nos invités, on a 2 questions pour eux. OK. Jennifer, je te laisse poser la première. Oui, en fait, on voulait savoir, en grandissant, Oui. est-ce qu'il y a un sujet tabou qu'on n'a pas adressé avec toi que tu aurais aimé qu'on aborde davantage? Wow. Ma grandeur? Pourquoi je suis pas grand? Non. Ben, honnêtement, dans le passé, j'étais quelqu'un de super réservé. Même jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un de super gêné. C'est con, là. J'ai un métier où je travaille dans le public, où on m'entend chaque samedi, puis j'ai animé aussi plusieurs années dans les mariages. Mais
au niveau de ma personnalité, je suis quelqu'un que quand les micros sont fermés, je ne parle pas. Puis souvent, ça fait un très gros contraste. Même, exemple, ma femme me dit, mais t'es vraiment bizarre. On te donne le micro, tu peux parler devant 500, 600 personnes, mais on va sortir, on va être genre un couple d'amis, tu vas jamais dire un mot. Fait que c'est ce côté-là introverti qui est dans ma personnalité. Puis des fois aussi, je me pose la question, je me dis, tabarnouche, comment ça c'est aussi radical? Tu sais, le changement se fait tellement aussi rapide. Puis des fois, je ne comprenais pas. Puis je me suis même posé la question, puis j'étais même voir d'autres collègues dans le métier, puis je ne suis pas tout seul là-dedans, tu sais. Parce qu'on se donne tellement quand on est derrière un micro, puis on veut tellement comme assurer que le show est bon, les sujets sont bons, l'animation est bonne, que quand c'est terminé, là, that's it. On ferme la lumière, that's it, tu sais. Fait que ça, entre autres, ça c'est un des sujets. Ma grandeur, malheureusement, je ne suis pas 6 pieds 4. Moi, ça m'a donné beaucoup d'anxiété lorsque j'étais jeune, manque de confiance aussi en soi, parce que tous mes amis étaient grands, gros, musclés. Ça m'a pris du temps d'avoir ma première blonde. Tout le monde dit, t'es beau, t'es cute, mais t'es petit. T'es beau, t'es cute, mais t'es petit. Fait que maintenant, j'en ris, j'en parle parce que j'ai 40 ans et plus, fait que ça ne me dérange pas. Mais imagine quand t'es jeune, tes amis s'entraînent et tout ça, puis toi, t'es toujours le tout petit. Il va-tu grandir un jour? Va-tu y arriver, tu sais? Fait que bref. C'est intéressant. Ouais. C'est différent de son avis, d'habitude. Ah ouais? Moi, ma deuxième question, c'est à quel moment as-tu réalisé que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Oh! 2014-2015. C'est précis. C'est précis, hein? Ouais, où est-ce que j'ai frappé le mur? C'est l'année, le 29 juillet 2014 exactement. Moi, j'étais quelqu'un dans la vie que je contrôlais tout. Je voulais tout contrôler. Je voulais contrôler mon pattern professionnel, pattern de vie, finances et tout ça. Puis la vie m'a fait en sorte que tu ne peux pas contrôler tout. À un moment donné, il faut que tu lâches prise. Mais je ne voulais pas lâcher prise. Fait que le 29 juillet 2014, moi, j'étais victime de harcèlement psychologique au travail. Mais je ne savais pas c'était quoi dans le temps. Fait que j'étais toujours le yes man. Tu sais, genre, moi, mes parents m'ont élevé dans le sens que tu dis toujours oui au boss. Tu sais, tu dis jamais non. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités d'emploi, mais malheureusement, je n'arrivais pas à me rendre jusqu'au bout parce qu'on me disait, t'es bon, t'es capable, mais il manque de shit, il manque de cran, il manque de couilles. Mais dans le temps, je ne savais pas c'était quoi, je me disais tout le temps, mais parce que j'ai pas assez d'expérience. Mais à un moment donné, tu as comme le break-in où ce que tu vas arriver dans ta vie, où tu vas dire, et quand ton boss va dire d'aller à gauche, mais tu es capable des fois pour dire, mais toi, tu prends la mauvaise décision. Puis que je t'ai pas rendu là dans ma vie. Puis la vie, en fait, en sorte que de me faire comprendre un jour que tu es une personne, puis que les gens doivent te respecter, puis tu es capable aussi de dire non. T'sais. Fait que le 29 juillet 2014, il est arrivé une situation de travail, on m'a rencontré dans le bureau, puis la nouvelle boss qui était là m'a donné mes 4 vérités. Elle m'a dit comment que j'étais de A à Z, pourquoi que je ne performais pas. Ça m'a rentré là, comme un trait. Puis je suis parti de ma rencontre, puis depuis ce temps-là, j'ai dit OK, that's it. Puis ça m'a pris 5 ans, je suis tombé 5 ans de dépression. Puis grosse dépression, j'ai tout perdu pendant 5 ans. Puis c'est ce moment-là qui va me rappeler que à partir de là, ma vie a changé. T'sais. C'est sûr que les 5 ans étaient extrêmement lourds, douloureux, ça fait mal, mais j'ai dû passer à travers, puis j'ai dû tout le temps ce passage obligé. Pour moi, c'était le tunnel. Puis si vous écoutez, j'en parle souvent, puis j'ai appelé ça le tunnel noir. Tu sais, j'étais dans mon tunnel noir pendant quasiment 5 ans. Puis quand je suis sorti de mon tunnel noir, j'ai comme, wow, ok, c'est ça la vie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, toutes les affaires ont commencé à tourner, complètement. Puis dans toutes les sphères de ma vie. Qu'est-ce qui t'a amené à réussir à traverser ce tunnel-là, ou à quel moment est-ce que tu as commencé à voir la lumière au bout du tunnel? La patience, lâcher prise. Souvent on lâche prise, là, mais lâcher prise, c'est tu dois vraiment faire confiance à la vie. Une des citations, ma femme et moi, on utilise souvent « Be faithful and trust the process ». Moi, j'étais à l'église, je le dis ouvertement, ça m'a aidé à trouver un point de repère, un ancrage pour moi. J'étais comme un atome un petit peu perdu, j'allais à gauche, pas à droite, mais l'église m'a permis de me recentrer pour dire « Ok, mais voici comment que je veux m'en sortir. » Spirituellement, j'avais besoin de quelque chose pour me prendre. Puis, ça peut être l'église, ça peut être n'importe quoi, mais pour moi, personnellement, c'est ça qui m'a aidé. Puis, le lâcher prise, faire confiance à la vie dans le sens où n'aie pas peur de où la vie va t'emmener.
n'aie pas peur de sauter, n'aie pas peur de prendre une décision. Que ce soit positif ou négatif, ben, tu vas toujours te relever. Puis j'avais peur de tomber, moi. J'avais peur. Puis quand tu tombes, comme un enfant qui tombe, il va pleurer 2-3 minutes. Après ça, c'est correct, puis il va continuer à jouer. Mais la vie, c'est comme ça. Tu sais, tu vas tomber, ça va te faire mal, mais tu vas te relever. Puis qu'est-ce qui est beau quand tu tombes, c'est que tu vas prendre des leçons. Fait que la manière que tu es tombé, tu ne vas plus jamais tomber de la même manière. Fait que c'est toujours un lesson learned à chaque fois. Ouais. Ça vous traumatise un peu, je regarde avec les yeux perçants là. Ben non. C'est beaucoup plus dans le... Moi, pour de vrai, ça me traumatise, puis je suis comme... Oh, j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre ce que tu es en train de me dire. Ouais. C'est l'importance du message quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Parce que dire à quelqu'un, tu tombes, tu vas te relever, tu vas apprendre, je suis une intervenante, c'est mon travail, je suis une femme, j'ai facilement l'air maternante quand je dis ça. Ouais. Quand toi tu le dis avec ta voix, tu dis la même affaire que moi, mais ça sonne différent. Ouais. Puis je pense c'est ressenti aussi, c'est Ouais. des expériences vécues. Fait que moi, c'est ça que j'étais en train de me dire dans ma tête. J'étais comme, yes, un beau partage. Ouais. Les gens ont besoin d'entendre ça puis de voir que après, si moi je vais chercher de l'aide ou si moi j'en parle dans mon entourage, ben si Chad est capable de le faire à grand public, je suis capable de le faire pour moi-même. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est important. Mais ça prend du courage. ça prend beaucoup de courage parce que moi, je sortais, back then, j'étais DJ, animateur, j'avais du succès, tout ça. Puis du jour au lendemain, tu parles de dépression, de santé mentale dans la communauté noire, homme noir. Au début, c'était pas une fierté, là. C'est pas du tout une fierté, là. C'est, hey. Donc, les gens vont voir comment, les gens vont donner quelle étiquette. Est-ce que tu as eu des commentaires comme ça ou des gens qui ont comme disparu de ton entourage parce que... Non. J'ai fait le ménage dans mon entourage. J'ai fait le ménage, moi, personnellement, parce qu'il y a des gens que je trouvais qui étaient toxiques, puis ça ne m'aidait pas dans mon parcours. Mais est-ce que les gens m'ont jugé? Peut-être, mais ils ne m'ont pas dit. Mais les gens que j'ai mis alentour de moi, qui sont restés alentour de moi, ben, c'est mon noyau fort. C'est des gens que j'ai besoin d'avoir à côté de moi pour m'épauler dans mes décisions, dans mes actions que je vais prendre dans ma vie. Fait que je me suis vraiment bien entouré. Et je dis tout le temps, j'ai 40 000 connaissances, mais j'ai 5 amis. C'est ça qui fait la différence. Tu peux connaître beaucoup de monde, là. Les médias font en sorte que tu connais peut-être personne, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont tes amis. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont là pour toi. Ça ne veut pas dire que ces gens-là qui vont t'appeler pour dire « Hey, comment vas-tu? » etc. Puis moi, je dis tout le temps, mon téléphone, là, il ne sonne jamais. Il ne sonne jamais, jamais, jamais. Mais les gens qui vont m'appeler, mais je sais que c'est des gens qui sont précieux pour moi. Puis c'est des gens qui vont m'appeler pour savoir comment que je vais. Pas juste pour dire « Hey, je t'ai écouté. » Non, non. Comment tu vas? C'est aujourd'hui, tantôt en venant, là, puis il y a quelqu'un qui m'a appelé, juste me dire « Hey, je pensais à toi aujourd'hui, tu vas-tu bien? » Je dis « Ouais, ça va. » Mais juste ça, là, ça fait une différence. Tantôt, quand tu as parlé, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment accroché. Quand tu as dit « J'avais peur de tomber. » J'avais tellement peur de tomber. Comme si tomber, c'était un échec sans fin, là. C'était comme, il faut... Est-ce que tu as l'impression que il fallait que tu tombes pour arrêter d'avoir peur de tomber? Oui. Ouais. Ouais. C'était essentiel? Dans le temps, je ne pensais pas que c'était essentiel. Maintenant, en retournant, oui, c'était essentiel. Okay. Il fallait que je tombe. Il fallait que je me pète la gueule. Puis est-ce que tu as l'impression qu'avant ça, tu étais quelqu'un qui, finalement, en quelque part, tombait jamais? Parce que tu disais que tu étais très en contrôle de le pattern que tu voulais avoir et tout. Est-ce que ça a duré pendant un temps ou est-ce que tu trouvais que ça marchait? Ou finalement, tu te débattais, mais ça glissait? Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu penses toujours que tu es en contrôle. Tu penses toujours que, c'est comme ça, puis c'est comme, tu vois la flaque d'eau, puis tu es comme, j'essaie de passer à côté. Mais à un moment donné, il faut que tu te mouilles. Mais comme je te dis tantôt, j'ai perdu plein d'opportunités d'emploi, exemple, parce que dans ma tête, je pensais que I was it. Je pensais que j'étais capable de l'avoir, mais il y avait toujours le petit quelque chose qui manquait. Toujours. Puis la petite chose qui manquait, c'était moi. C'était ma personne en tant que telle. Puis c'est comment je pourrais dire, c'est ma force pour aller plus loin que j'avais pas. Parce que j'avais peur de tomber. J'avais peur à l'échec. J'avais peur à la critique. Pour moi, mon travail, exemple, tout ce que je faisais devait être parfait. Devait être clean. Puis quand on me critiquait, on me disait que voici des points de coaching, ça venait me chercher, je le prenais personnel. Puis j'étais quelqu'un de fier. Moi, je suis monté très vite
dans tout ce que je touchais, exemple, que ce soit dans les emplois, dans mes entreprises et tout ça, ça montait très vite. J'ai eu beaucoup de succès rapidement. Puis c'est con, qu'est-ce que je veux dire? Je travaillais au Burger King. Puis quand j'ai commencé à travailler au Burger King, je passais la mop. Puis je nettoyais le lobby, puis je nettoyais les cabarets, puis tout ça. En même pas 2 mois, je me suis retrouvé gérant de la succursale, puis j'ouvrais des succursales. Fait que juste pour vous dire comment que, pour moi, l'échec, c'est pas quelque chose que je vivais. Mais ça a toujours été comme ça. Mais la journée que la porte s'est fermée, ou les portes se sont fermées, bien, mon cerveau ne comprenait pas. Il dit, ben, tu l'as déjà, c'est naturel pour toi. Pourquoi maintenant ça ne fonctionne plus? Mais il y avait une raison en arrière. Puis la raison, ben, avec les années, ben, j'ai dit, OK, il fallait que je change des traits dans ma personnalité. Il fallait que je change ma personne. Il fallait que je comprenne qu'il y a des affaires qui ne fonctionnaient pas. Puis que maintenant, je dois prendre une autre direction. Ouais. Puis est-ce que tu penses que dans la manière dont on élève nos hommes, Ouais. on les amène à se dire que pour réussir, il ne faut pas qu'ils tombent? Bonne question. Tu vois, c'est un débat que j'ai présentement. Moi, j'ai 2 garçons. Avec ma femme est comme la mère très protectrice, dans le sens que je ne veux pas que mes enfants manquent de rien. Puis, tandis que moi, je suis le genre de papa qui dit fais-les souffrir un peu pour qu'ils réalisent. Fais-les souffrir un petit peu pour qu'ils comprennent qu'il faut se battre dans la vie. Tu sais, comme moi, j'ai 2 garçons qui ont des problèmes, surtout en mathématiques. Puis, des fois, je suis comme plantez-vous. Puis, comme ça, vous allez comprendre. Tu sais. Papa va vous aider, je vais vous donner du tutorat, etc. Mais vous devez connaître c'est quoi l'échec. Parce que c'est pas vrai que la vie va vous donner juste des cadeaux. C'est pas vrai que vous allez tout avoir. Parce que des fois, ça prend du temps. Des fois, il y a des choses que vous n'allez pas avoir. Tu sais, exemple, mon gars, il dit « j'aimerais ça avoir une paire de Nike. » Qu'est-ce que tu as mérité pour avoir la paire de Nike? J'ai eu des bonnes notes à l'école. T'as-tu travaillé fort? T'as-tu mis les études en arrière? Je vais toujours leur questionner. Parce que c'est pas vrai que je vais donner quelque chose parce que tu en as besoin ou parce que ton ami à côté en a. Je vais toujours dire aller plus loin. Ton travail fort va avoir une récompense. Puis c'est ça que j'essaie d'élever avec mes gars. Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Tu es un jeune gars noir au Québec. Ça va pas être facile. Les portes vont se fermer souvent. Ils vont avoir un préjugé. Ils vont avoir l'étiquette. Fait qu'il y a une manière que quand tu présentes devant les gens, il faut que tu agisses. Tu ne peux pas arriver n'importe comment. T'sais. Fait que c'est toutes des choses que j'essaie d'enseigner aux gars. Mais c'est pas facile parce que toi, tu aussi as le côté dans le sens que je veux pas qu'il manque, je veux pas qu'il évolue, je veux pas qu'il fasse ci, je veux pas qu'il fasse ça. Fait que tu es comme pris entre les deux. Fait que je trouve ça dur en tant que parent présentement d'éduquer des jeunes garçons noirs parce que tu es comme, c'est quoi la ligne, tu sais? Puis je veux pas trop donner, puis je veux pas te donner pas assez. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, c'est quoi le juste milieu? Ben, je pense qu'en tant que parent, on est toujours justement sur cette ligne-là que tu parles, peu importe l'étape du développement de notre enfant. Dans le fond, c'est une remise en question de nous-mêmes. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je donne assez? Est-ce que je donne trop? Est-ce que mon enfant va être correct? Est-ce que je vais manquer mon enfant si je ne fais pas la bonne chose? Je pense que ça, c'est... Puis en même temps, notre enfant, il ne sort pas avec un mode d'emploi là, qui dit, bon, Non. lui 13 ans et demi, là, faites ça, ça va marcher et tout. Mais en même temps, il y a quelque chose dans le questionnement, juste dans le questionnement qui permet, je pense, en tant que parent, de vraiment être plus connecté à la réalité de son jeune que de se dire, moi, je le sais. Tu sais, il y a le parent qui dit, moi, je sais comment faire. Puis ce parent-là, c'est souvent le parent, j'ai l'impression, qui va se déconnecter d'une partie de la réalité parce que lui, il a décidé, il est rigide, c'est comme ça. Moi, je l'ai le mot. Toi, tu l'as pas, moi, je l'ai. Ouais. Puis là, ce parent-là, il va appliquer sans réfléchir aux nuances, sans réfléchir à, ben attends une minute, là, il y a une limite, une nuance. Est-ce que je comprends, est-ce que je comprends c'est quoi la valeur que je mets vraiment de l'avant, tu sais? Des parents qui donnent aux bonnes notes, mais l'enfant, ça n'a jamais été difficile pour lui, l'école. Il ne donne pas à l'effort, là. Tu sais? Puis quand tu l'as nommé, j'étais comme, ça, c'est quelque chose de super pertinent. Qu'est-ce qui demande un effort? Est-ce que les gens savent vraiment ce qui demande un effort à leur enfant ou ils se disent, ben moi, je m'attends que tu aies 85, OK? 85 partout, là, c'est bien. Puis il y a son 85, les 2 doigts dans le nez, puis il aurait pu sauter une année. Puis l'autre, il se démène, il a 79, il a tout donné, il sue, il arrive à son examen, il doit faire des techniques pour se calmer, pour faire son examen. Tu sais, c'est cette réalité-là, puis je pense que c'est la proximité avec le jeune qui permet de pouvoir gager puis de dire, lui, ça marche bien, oui, ça, mais le deuxième, je peux pas faire juste le copier-coller du premier non plus. T'as tout compris. Puis dans une fratrie où les enfants sont rapprochés en âge, c'est difficile aussi parce qu'il y a une certaine compétition. Puis pour toi, c'est facile, puis toi, t'as ça, puis toi, t'as ci, puis moi, je suis en train de... Tu sais,
Comment ça se fait que tu donnes toujours à lui? Lui, il a 79, tu lui donnes ça. Moi, j'ai 85. Tu sais, il y a cette compétition-là entre enfants qui sont dans la même étape de développement aussi, avec lesquels il faut... Ouais. Rappelle-moi, ils ont quel âge, le tien? 16 et 13. 16 et 13, ouais. OK. Puis, au niveau de toi, dans l'éducation que tu veux leur donner, puis tout, est-ce qu'il y a des valeurs que tu dis, ça, c'est des valeurs fortes, ou est-ce que moi, je suis capable de dire à mon jeune, moi, là, ça, c'est important, puis regarde, ça vient avec ces actions-là. L'intégrité, l'honnêteté, la franchise, la persévérance, la patience, c'est toutes des valeurs que je donne à mes enfants. Pour moi, avoir du succès dans la vie, il faut que tu aies tous ces aspects-là. Il faut que tu aies tous ces aspects-là, que tu les maîtrises. Puis c'est pas vrai que tu vas te sortir, puis c'est comme, ah, papa, non, 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 non. Quand tu as coulé, là, comme exemple, l'année dernière, mon gars, là, il avait genre 40% en mathématiques. Il capotait sa vie. Cette année, là, il a commencé l'année à 80%. Mais qu'est-ce qui est arrivé du 40 à 80? Il a travaillé. Il a persévéré. J'ai dit, sois persévérant. Abandonne jamais. Puis tu vas voir, ça va réussir. Mets les efforts à la bonne place. Puis c'est ça que je donne. Puis j'espère que ça va rester comme legs pour mes enfants. J'ai dit, je préfère 1000 fois là, que tu es quelqu'un de persévérant, tu es quelqu'un de patient, puis que quelqu'un qui travaille fort. Puis tu vas voir, ça va bien aller, puis tout va venir. Côté financement, argent, tout ça, ça va rentrer. Don't worry. C'est du matériel, ça va rentrer. Mais ces valeurs-là, intrinsèques à toi, là, tu as besoin de les avoir. Ouais. Au niveau de toi, comme personne qui a vécu une dépression, les plus grandes leçons que tu tires de ça, c'est quoi? Être bien supporté. Okay. Parler, s'exprimer. Quelque chose que je ne faisais pas. Là, maintenant, je le fais. J'en parle. Regardez, aujourd'hui, vous m'avez invité, je viens de parler santé mentale. Ce n'est pas quelque chose que je faisais auparavant. Ayez pas peur de transmettre vos sentiments. Quand quelqu'un est en dépression, là, c'est up and down. Hein. Tu peux avoir des creux où tu es triste. Tu ne peux pas parler à personne. Tu peux avoir des highs où tu es super content. Puis après ça, tu peux avoir un moment d'anxiété où tout va arriver. C'est la catastrophe, c'est la cata. Qu'est-ce qui va se passer demain matin? C'est là où... C'est tout. Mais c'est vraiment ce côté-là, je te dirais que le mélange des émotions fait en sorte que n'ayez pas peur de demander de l'aide, puis n'ayez pas peur d'avoir du support. Moi, ça m'a pris vraiment du temps de demander de l'aide parce que j'étais comme, I got this. Je suis capable de le faire moi-même. Je passe à travers moi-même. C'est pas vrai qu'un noir a une dépression. C'est pas vrai que moi, Chad, a une dépression. Puis dans ma tête, j'étais comme, je vais être capable de passer à travers. Ça a pris 5 ans. Puis, quand tu as décidé de demander de l'aide, vers quelle personne tu t'es tourné? Dans ton pas son nom nécessairement, mais ta femme, ton ami. Moi, c'est ma femme. C'est ma femme au début. C'est ma femme. C'est ma complice. Tu sais, dans la vie, des fois, on dit tu maries ta meilleure amie. Moi, j'ai littéralement marié ma meilleure amie. Tu sais, avant d'être mari et femme, on était complices, on s'appelait, on était des amis. Puis après ça, ben, c'est sûr que l'amour, il rentre en ligne de compte. Mais c'est ma ride or die, là. Comme c'est à elle que je parlais, c'est elle que je disais mes émotions. Les gens ne savaient pas que je vivais tout ça. Parce que je ne pouvais pas dire aux gens. Là. Je ne pouvais pas dire « Hey, Chad qui t'entend la radio est en grosse dépression. Chad qui fait des fêtes est en grosse dépression. » Là. Ça fait que ça ne marchait pas. Là. La combinaison ne fonctionnait pas du tout. Là. Fait que pour moi, c'était comme un fail, la honte, que après tout ce que j'ai travaillé pour, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Là. Tu sais, quand on dit que tu es persona non grata, que même le gouvernement te cherche, l'employeur ne veut plus de toi, j'ai perdu l'émission de radio, comme t'es nulle part, là. T'es nulle part. Tout ce que tu essaies de faire fonctionner ne fonctionne pas. Tu essaies de toucher à quelque chose, puis tu dis, j'ai un projet, ça va marcher. Puis, entre autres, je pensais à l'agence de voyage. Quand j'ai commencé l'agence de voyage, j'ai commencé comme conseiller en voyage. Puis, je me suis dit, dans ce temps-là, j'avais genre 5000 et quelques personnes qui me suivaient sur Facebook. Puis là, on retourne en 2014, avoir 5000 personnes. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Ah ouais, monnaie, ça top, là. C'est tu ça. vas faire un deuxième compte, C'est là. ça, là, tu as le deuxième compte. Là, maintenant, tu as 5000 personnes. Le 3/4, c'est des spams. On s'en fout. Mais back then, il y a 10 ans de ça, quand tu avais 5000 personnes, ça veut dire que tu avais vraiment 5000 personnes qui te suivent. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Je vais partir de l'agence de voyage. Ces gens-là vont tout embarquer. Puis là, ça va. La vie est belle. Puis quand j'ai commencé ça, le 10 janvier 2015, je me rappelle des dates. 10 janvier 2015. Ouais, hein, je suis parti, puis là, j'ai fait le gros post sur Facebook, agence de voyage. J'ai reçu le premier client qui m'appelle. Je suis comme, yes!
6 personnes, une belle vente de 8 000 $ qui s'en vont dans le sud, dans un gros hôtel de luxe 5 étoiles et tout ça. Et par la suite, la commission que j'ai eue était genre même pas 176 $. Puis là, je me suis dit, ah, OK, ça, ben, au moins, c'est le premier. Puis le téléphone, il n'a jamais pu sonner. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Fait que pour moi, ce switch-là que j'ai fait, puis comment que je pensais contrôler mon narratif avec l'agence, ben ça n'a pas marché pantoute. Pas du tout. Puis je suis comme, waouh, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça a commencé à le downfall. Simple que ça. Downfall a commencé. Puis là, pendant ce temps-là, tu essaies de toucher, d'essayer de sortir, de trouver une tête, de trouver un pont pour dire, OK, j'essaie de m'en sortir. Puis non, downfall a sorti. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour moi maintenant, c'est un passage obligé. J'avais pas le choix de passer par là. Dans ma vie à moi, j'avais pas le choix de passer par là. Puis pour pouvoir être un homme changé, un homme transformé, c'est comme pour moi, j'avais comme pas le choix. Là, les épreuves nous font grandir. Peu importe l'épreuve qu'on traverse, quand on est capable de voir qu'est-ce qu'on fait puis d'en tirer des leçons de manière consciente, je pense qu'on va finir par sortir grandi. Mais je posais cette question-là, en fait, parce que je me disais, tu sais, toi, tu avais ta femme. Ouais. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui vivent des choses puis qui n'ont pas nécessairement une partenaire de vie à qui ils peuvent se confier, soit parce qu'ils n'ont pas de partenaire de vie tout court, ou soit parce que dans la manière dont les rôles sont divisés, ils ne veulent pas montrer ou ils ne peuvent pas montrer cette vulnérabilité-là. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces hommes-là, avec toute leur souffrance puis avec leur douleur? Comment est-ce qu'on peut créer des espaces pour ces hommes-là? Ben, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas de support, ben, je déteste dire ça, mais tu as le support professionnel qui est là. Ben, je déteste. Tu as le support professionnel. Parce que je sais que moi, quand j'étais dans cette situation-là, je ne pensais pas au support professionnel. Au contraire, je fuyais le support professionnel parce que je me disais, je ne suis pas fou, puis je ne veux pas avoir l'étiquette que je suis un psychologue. Mais en 2024, présentement, tu n'as pas le choix de dire que oui, il y a des gens qui vont être, pour pouvoir t'aider, qui vont être là pour t'aider. Tu ne peux pas vivre ça tout seul. Puis je refuse de croire que quelqu'un est tout seul et qui n'a pas le support. Tu as au moins une personne autour de toi qui est là pour toi. Au moins une. Ça peut être ta femme, ça peut être ton ami, ça peut être ton frère, ça peut être... Name it. Ou quelqu'un qui pourrait être là, mais tu ne l'as pas essayé. Tu ne l'as pas essayé. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Tu sais, je refuse de croire que tu es tout seul au monde puis tu ne peux pas t'en parler. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pas vrai. Frappe aux portes. Frappe aux portes, puis à un moment donné, tu vas trouver la bonne personne. Puis c'est vrai que ce n'est pas avec tout le monde que tu peux dire de tes problèmes, tu peux exprimer comment tu te sens, mais il y a une personne qui va être là pour toi, c'est sûr. C'est sûr. Ben, des fois, ça vient avec le découragement. Tu sais, je pense, entre autres, là, des affaires que j'écoute ou que j'entends, parce que je lis beaucoup de choses et j'écoute beaucoup de choses sur la santé mentale des hommes, mais des fois, où est-ce que, par exemple, on va se dire, ben, ça m'a pris tout mon petit change, là, tout l'argent que j'avais dans mon portefeuille, d'aller frapper à la porte de ma femme, puis de lui dire, tu sais, en ce moment, je vis telle difficulté, je me sens de telle façon, puis que ça n'a pas pris 2 minutes qu'elle m'a dit, ben là, c'est quoi, tu peux plus ramener l'argent sur la table, c'est quoi ça, ce côté vulnérable-là, j'ai pas sorti avec toi pour ça, puis qu'elle m'a refermé la porte super rapidement. Ben, j'en ai plus de petits changes pour aller voir ailleurs, là. Il y a cette réalité-là aussi qui... Oui, mais il faut se poser la question, si la personne te répond ça, est-ce que c'est la bonne personne? Ouais, mais à ce moment-là... Quand tu es déjà à terre, tu me demandes de creuser ma tombe, tu sais. Oui, mais sauf que... Mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est oui. vrai parce que la personne ne devrait pas te dire... Tu sais, comme moi, quand ça allait mal, moi, la seule chose que ma femme me disait, elle dit, puis que j'aimais pas, en tant qu'homme, elle disait, inquiète-toi pas, I got you. C'est même pas ça. Puis elle disait ça aux gens, puis elle disait, ah, ça va pas bien, mais faut que je travaille, je prends les bouchées doubles, OK, mais moi, je suis un homme, là. Tu sais, d'habitude, c'est l'homme, puis là, je ne veux pas être stéréotypé, mais c'est l'homme qui emmène l'argent, c'est l'homme qui emmène la nourriture à la maison, là. Là, maintenant, tu es là, puis tu es comme... La femme, c'est la femme qui dit, mais moi, j'ai pas le choix de prendre les bouchées doubles. Ah, je peux pas sortir aujourd'hui parce que j'ai comme genre 2 emplois où je travaille 2 fois plus fort parce que mon mari ne travaille pas. Mais c'est pas une fierté, là, surtout dans la communauté haïtienne. Tu sais, moi, je veux pas me faire vivre par ma femme. Je suis capable de contribuer aussi. Puis 2, je veux pas paraître loser ou je veux pas paraître celui qui j'ai des problèmes, fait que je peux pas travailler. Tu sais, ton orgueil d'homme, là, tu sais, la fameuse orgueil d'homme vient te chercher parce que t'es comme, pourquoi tu dis ça, tu sais? Mais à un moment donné, j'ai compris. Parce qu'elle disait pas ça d'une manière péjorative. Elle disait comme quoi que je suis en train d'aider mon mari.
je vais le supporter, puis je vais être patiente avec lui. Mais quand toi, tu vis ce moment-là, c'est pas ça que tu vois. Là. Toi, tu vois comme, oh, pourquoi tu dis ça comme ça? On le voit, là. Ouais. Pourquoi tu dis ça comme ça? Hein? C'est comme ça. Moi, je suis capable, là. Puis, regarde. Mais en fait, j'allais dire, parce que tantôt, tu as dit, c'est un peu grâce à elle que tu t'en es sorti parce que c'est vers elle que tu t'es tourné clairement. Fait que ça devait être rassurant de savoir que je peux être dans cette position-là et le faire. Ce qui n'était pas le fun, c'était le fait aussi qu'elle en parlait aux autres, donc l'image que ça te renvoyait de toi-même, ou c'était les deux? C'est les deux, mais c'est dur parce que en tant qu'homme, savoir que tu es dans l'échec, ou pas tu es dans l'échec, mais tu es dans t'es dans un côté vulnérable de toi-même, puis que tu exposes ça aux gens, c'est pas une fierté. C'est pas une fierté, là. Comme quelqu'un, quand tu dis que j'ai un problème, puis je me rappelle, je parlais à une de mes amies, puis elle m'a dit, t'es pas malade. Ça n'existe pas un gars, un homme noir, là, t'as pas de problème d'émotion, là. T'es pas en dépression, là, toi, là. T'as d'autres choses, mais t'es pas en dépression. Je suis comme, mais non, je file pas. J'ai mal. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la vie. Ça marche pas, mes affaires. Puis elle était comme, non, non, regarde, ressors-toi de là, là. En créole, on dit mettre garçon sous, là. Mettre garçon sous, là. Comme, mets-toi un homme sur toi, là. Mais, c'est mal traduit, là. Mais bref. Mais remonte tes culottes, puis let's go, là. Ouais. T'es capable de le faire, là. Arrête de penser à ça. Ou dire que la dépression, c'est une maladie de blanc. Ouais. Vous l'avez entendu souvent, ça? Ah, Oui. La dépression, c'est une maladie de blanc. Mais c'est quoi? Où est-ce que vous avez entendu ça? La dépression, c'est une maladie de blanc. Mais toutes les maladies mentales, c'est des maladies de blanc, tu savais Ben pas? oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que le podcast est là. Parce que la santé mentale, c'est quoi ça, la santé mentale? T'as une maison, Ouais. t'as de la nourriture, Ouais. t'as des vêtements sur toi, t'avais un travail, qui maladie? C'est ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors Pourquoi quand les gens disent ça, c'est comme, OK. Mais là, quelqu'un dit ça, là. Et tu vas dire, ah oui, parfait. Fait que tu dis plus rien. Ben c'est ça. C'est sûr que tu ne dis plus rien. C'est Rendu ça. là, tu sais que ce n'est pas une communication ouverte où est-ce qu'on va te comprendre Non. puisque ce que tu dis n'existe pas. Ouais. Tu sais. Mais d'un autre côté, moi, je me pose la question, après ta femme, est-ce que ta femme a été ton total support ou tu as été chercher? Oh, j'ai été chercher de l'aide aussi, oui. Tu sais, ça a pris du temps, là. Je ne veux pas dire que j'ai été comme frappé aux portes automatiquement, mais oui, j'ai été voir un psychologue. J'ai été voir un travailleur social aussi, puis ça a pris du temps, là. Mais lentement, puis sûrement, puis je suis tombé sur un merveilleux psychologue. Puis c'est bizarre, mon psychologue, c'est un Africain. Puis ça a tombé que lui vivait des moments à travers son emploi, où ses méthodes et ses pratiques étaient contestées par ses collègues de travail. Fait qu'il y avait une pression en tant que tel, en tant que psychologue, puis qu'on lui donnait de la pression, puis on voulait le mettre dehors d'où qu'il était. Puis moi, j'étais un de ses patients. Fait que parallèlement, là, on vivait des moments très durs l'un et l'autre, mais quand on se retrouvait ensemble, on en discutait puis on parlait. Fait que lui, ça faisait du bien me dire qu'est-ce qu'il vivait. Puis moi, ça faisait du bien entendre, de savoir que, tu sais, là, en fait, compte, la situation n'est pas si pire. Hein? Ah, c'est pas plus vert ailleurs. Hein? Pas plus ailleurs. Hein? Fait que ça me faisait du bien, tu sais. Mais est-ce que ça m'a aidé? Oui, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai eu d'autres supports aussi, tu sais. Je me suis entraîné. Psychologiquement, j'avais besoin d'aller m'entraîner, d'aller faire du sport. Fait que je me suis mis avec des coachs qui m'ont aidé à m'entraîner. Dans ce temps-là, que j'étais fit, ça allait super bien. Fait que oui, au fur et à mesure, tu t'entoures des gens, mais c'est une personne à la fois, là. C'est, OK, je peux te faire confiance, on est correct, c'est beau. OK, t'ouvres ta porte. Puis, petit à petit. Puis je pense que c'est tout à ton honneur d'être ici, puis de le nommer, puis d'en parler avec autant de transparence, parce que les gens voient, il y a beaucoup de gens qui vont encore consulter comme étant quelque chose pour les fous, pour les blancs, alors qu'il y a des gens, c'est ça qu'ils ont été à apprendre, comment t'aider dans ta tête, et tout. Puis, tu sais, Jennifer, tu as été consultée? Ouais. Moi, j'ai été consultée, puis toi, tu as été consultée. Ça fait 3 personnes présentement dans l'écran. 3 sur 3. Ça fait 3 sur 3, là? 3. On est tous les 3 blacks, puis on n'est pas malade mental, là. On n'est pas... et on a vécu des choses, on a eu des circonstances où est-ce qu'on avait besoin, puis quand on a eu besoin, ben, on a été le chercher. Ouais. Puis ça, si on réussit à normaliser ça, puis il y a des gens qui n'en auront pas de besoin, puis c'est correct de ne pas en avoir besoin. C'est juste que si à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que je devrais? Sûrement, c'est parce que oui, tu devrais. Ouais. Parce que si tu es rendu à te poser la question, c'est parce qu'il y a tellement d'éléments alignés, mais je pense que pour les hommes, c'est encore plus loin d'une réalité que pour les femmes.
Ouais. Oui, puis j'allais amener une contradiction tantôt, pas une contradiction de qu'est-ce que tu as dit, mais de la vie en général. Tu sais, quand tu parlais du sport que tu avais eu et tout, puis que tu disais, les hommes, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, savoir ça. On n'aime pas ça être vulnérable. Mais en même temps, c'est ça qui est demandé parce que tu l'as dit toi-même, on ne peut pas rester toujours au sommet puis contrôler tout. Fait que c'est comme d'accepter d'aller dans quelque chose qu'on n'aime pas puis qu'on n'est pas confortable. Fait que pour ça, il faut du monde autour qui vont accepter cette vulnérabilité-là. Puis il y en a encore beaucoup, des partenaires, des femmes. Je veux dire, je fais partie de plein de groupes de femmes sur Facebook et compagnie, puis tu le vois. Oh, mon homme a fait ci, nanana, il est vulnérable, j'aime pas ça. Depuis qu'il a fait ça, je l'aime plus. Puis tu te dis, mais non, il faut accepter cette vulnérabilité-là chez les hommes aussi parce que, comme tu dis, il faut travailler pour avoir quelque chose, puis des fois, on va avoir des obstacles. Puis peu importe c'est quoi la chute qu'on va prendre, une vie sans chute, moi, j'ai jamais rencontré personne dans ma vie qui a fait sa vie au complet sans jamais chuter. Ouais, c'est ça. T'as rencontré quelqu'un? Impossible. Non, c'est impossible. Fait que de dire aux hommes, non, t'as pas le droit d'être vulnérable, puis non, c'est pas une bonne position à être, c'est de dire aux hommes, vis avec tes traumas, garde-les sur tes épaules, puis ouvre-les pas avec personne. Et ça, c'est vrai que c'est véhiculé dans la société, mais c'est tellement toxique. Ça me ramène à un exemple parce qu'on a eu sur brasser une canette. C'est comme brasser une canette. Tu brasses la canette, puis là, ça fait de la pression, mais tu lui dis, hey, t'exploses pas là. Tu vas là, puis tout. Puis à un moment donné, elle pète la canette. Puis l'idée de je vais tout le temps bien, je vais tout le temps bien, je vais tout le temps bien. Quand je sens que je vais un peu moins bien, non, c'est pas vrai, je vais tout le temps bien. La prochaine fois que tu vas sentir que tu vas pas bien, tu vas aller plus creux. Là. Puis frapper le mur, c'est vraiment genre, je rentre dedans, puis bao, versus, ouf, là, j'ai un petit. Parce que si tu as le droit de manière cyclique, là, hein, j'ai un petit down, puis OK, puis je me fais supporter, puis je remonte, tu as tendance à développer plus de stratégies que je tombe, puis oh, là, je suis tombée de la falaise, puis là, j'avais l'impression que j'allais me fracasser, puis. Parce que tomber sonne tomber de haut, mais en même temps, d'un autre côté, le up and down de la vie, c'est la vie. Là. Des fois, on tombe de plus haut. Des fois, on tombe de plus haut. Puis c'est normal qu'on demande de l'aide. Il y a cette partie-là où est-ce que... Puis je comprends, j'écoute souvent des affaires que les gars vont dire comme « mais à chaque fois que je demande de l'aide, ça ne fonctionne pas, les gens n'acceptent pas cette vulnérabilité-là ». Je comprends qu'il y a un espace dans la société où est-ce qu'on a mis beaucoup sur nos hommes puis qu'on ne veut pas l'accepter. Mais rendu où on est rendu maintenant... On le voit avec le nombre de cas de violence conjugale, de féminicide, d'hommes qui s'enlèvent la vie. On le voit qu'il faut qu'on laisse cette place-là à nos hommes. La souffrance, ça fait partie de la vie. Puis de dire qu'un homme il n'a pas le droit de souffrir, mais non, c'est souffrant. Je trouve que c'est lourd. C'est lourd, c'est très lourd. C'est lourd de demander à n'importe quel être humain, toi là, si ça fait mal, c'est pas vrai, ça fait pas mal. Puis en plus, t'es noir, fait que toi, tu ressens moins les affaires. Il y a des gens qui ont voulu prouver génétiquement qu'on ne les ressentait pas, les affaires. Non, ils ont dit, vous êtes forts, vous autres. Là. Vous êtes forts, là. Fait que rien. Fort. Fort, fait que rien est supposé te faire mal. Puis si t'as mal, ben t'as pas si mal que ça. Ben voyons donc. Après ça, quand t'es débalancé pour ta vie. T'es débalancé dans ce que tu dois penser de toi, t'es débalancé dans comment tu te sens, t'es débalancé dans ton psychique, dans ton physique. Parce que quand ça fait mal, ça fait mal. Tu sais, c'est comme on peut pas juger d'une douleur puis dire, tu sais quoi, on t'a dit, mais non, ça se peut pas, OK, t'as pas ça, c'est pas ça, non. Et ça, c'est comme si on disait qu'il y a une partie de toi qui n'existait pas. Ouais. Puis ce point-là, c'est important. Puis c'est pas tout le monde qui vit la douleur de la même manière. C'est pas tout le monde, là. Peut-être que pour toi, ça semble être super... Il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est la cata, là. Fait qu'il faut respecter ça aussi, là. Faut pas invalider les émotions. Parce que ça aussi, des fois, quand on dit aux gens, il ne faut pas invalider... Je pense que c'est une phrase que j'espère que les gens ont quand même entendue. Il ne faut pas invalider l'émotion de l'autre. Mais je pense que dans la pratique, les gens ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire. De se dire, moi, je ne le ressens pas, là, ce que tu ressens. J'aurais été dans la même situation, ça se peut, je n'aurais pas ressenti ça. Mais toi, tu le ressens, puis c'est vrai, puis c'est valide, puis c'est ta réalité. Puis quand j'en parle dans les conférences ou quand je fais des ateliers, je donne des exemples tellement banals pour que les gens ils fassent comme, tu sais, qu'on puisse à la limite en rire. Quand je vais chez ma tante, là, je peux pas garder mes souliers. Sa colère, 12 sur 10. 12 sur 10, sa colère. Si tu passes le petit tapis, là, une fois, je l'ai vécu, j'avais 4 ans et demi, je me rappelle encore. Bon, c'est réglé. C'est fou. Tu comprends? C'est fou. Je rentre chez mon cousin, il me dit, garde tes souliers, tu vas sortir tes chaussettes. Puis là, on me dit comme, ben, on s'entend, là, je rentre chez quelqu'un, t'enlèves, j'enlève pas mes souliers. Puis il y a des gens qui vont être comme, hey, ta tante, elle exagère, elle capote et tout ça, tu sais. Mais
Ma tante, là, sa maison, là, c'est la plus grande fierté qu'elle a dans sa vie. Parce qu'elle a travaillé fort. Elle a travaillé fort, elle a travaillé toute sa vie pour posséder ça. C'est la représentation de la réussite de sa vie. Ouais. C'est la représentation de tous ses efforts. C'est la représentation de pourquoi elle est venue au Canada, puis qu'elle s'est fait chier à nettoyer des chambres d'hôtel dégueulasses pour pouvoir avoir un chez elle qui lui appartient et qui est à son goût et qu'elle a choisi son plancher. Oui. Fait que là, toi, avec ton pied tout sale de poussière de dehors, tu vas pas venir salir tout ce qu'elle a bâti de sa vie, de ses mains. C'est ça que ça représente émotionnellement. Ouais. Quand elle s'énerve, calme-toi, non. Ça y appartient, mais les gens, ils comprennent des fois pas la profondeur de ce que ça représente pour chaque personne. Tomber, pour toi, pour moi, pour l'autre, c'est pas la même définition. Un échec, c'est pas la même définition. Ce qui fait mal, c'est pas la même définition. Mais peu importe la définition, on le ressent. Puis notre corps est un guide. C'est un guide pour nous dire « Wow, ça marche pas. Wow, là, je suis pas bien. Wow. » Mais si on nous a dit dès qu'on était jeune, « Toi, tu es une fille, tu n'as pas le droit d'être en colère. C'est pas joli, hein? Tu veux pas être une angry black woman. Ouais. Toi, tu es un garçon, pleure pas, là. » Ben, je sais pas quoi faire avec cette émotion-là quand elle vient. Puis après, elle fait plus de sens. Elle fait plus de sens où je me déconnecte de elle. Mais quand je me reconnecte, c'est parce que je suis rendue dans le mur. Ouais. Il est trop tard. Puis là, je suis à l'envers parce que pour moi, c'était jamais supposé arriver. Parce qu'on m'a dit et j'ai cru et j'ai vécu là-dessus. Tu sais? Fait que je trouve ça super pertinent, la façon que tu l'amènes. Puis je trouve ça super pertinent que tu puisses passer ce message-là parce que, encore une fois, je pense qu'il y aura toujours la limite que on est fantastique, là, Jennifer. On est deux intervenantes. On est deux intervenantes qui parlons de certaines choses. Puis il y a des gens qui trouvent ça super beau puis super intéressant, mais ils ne pourront pas connecter parce que ce n'est pas un Tchad. Ouais. Alors que quand un Tchad le dit, c'est comme « Oh, attends. » Si Tchad dit ça, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à réfléchir, il y a un concept à connecter. Ouais. Tu as tellement raison parce que les premières fois que j'ai commencé à m'exprimer publiquement, les gens étaient extrêmement surpris. Puis les gens ne savaient pas que j'avais vécu autant de choses. Fait que quand ils parlaient, ils disaient « Si toi, tu as vécu ça, ça veut dire que moi, je peux me permettre de commencer à en parler. » là. Puis tu réalises que tu vois les gens comment... C'est comme tu vois le monde sur leur tête de l'eau, là, comme de temps en temps, là, puis c'est comme « Oh! Oh! » Mais c'est pour ça que je me suis donné comme mission ou mandat ou peut-être reconnaissance d'en parler. Puis c'est une promesse que je m'étais faite parce que quand ça allait tellement mal, je dis si je m'en sors un jour, je vais en parler publiquement. Je ne m'attendais pas, je ne voulais pas que demain matin que ça arrête. Je dis si la journée que je vais m'en sortir, ben, en guise de remerciement, ben, je vais témoigner puis je vais en parler. Puis je ne savais pas comment j'allais faire au début. Puis honnêtement, ça a toujours été dans ma vie que je ne savais pas c'était quoi, mais c'était la radio. Puis à travers la radio, j'ai commencé à exprimer, puis à utiliser des petits moments d'inspiration, puis commencer à parler brièvement. Puis à un moment donné, j'ai été publiquement, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des émissions de télé, j'ai fait des conférences, puis j'ai commencé à parler. Ouais. C'est comme tu défriches le... Tu sais, parce que qu'est-ce que tu dis? Ça prend des tchads, c'est vrai, mais c'est comme si tu défriches le chemin parce que tu es un vrai homme, un vrai humain qui parle de quelque chose, qui va permettre qu'après, les gens soient capables d'aller chercher une forme d'aide, peu importe c'est quoi cette forme d'aide-là. Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment le fun puis qui est vraiment intéressant de voir des personnes vraies, des hommes vrais, pas un intervenant, pas une... tu sais, mais... Puis après ça, les gens vont faire leur bout de chemin. Parce que, tu sais, on a eu aussi des discussions sur le fait de... Tu sais, qui est la bonne personne pour t'aider avec d'autres invités. Puis, tu sais, toi, tu disais, entre autres, que ton psychologue, c'était un psychologue africain. Est-ce que pour toi, ça aurait fait une différence qu'il soit d'une autre culture? Est-ce que ça aurait été plus difficile de t'ouvrir ou pas? Je pense pas. Je penserais pas. C'est sûr que ça a donné que, au début, la travailleuse sociale, moi, c'est une Québécoise, genre une madame dans la cinquantaine. Puis dans ce temps-là, ça connectait pas du tout. Sauf qu'elle était là quand même. Elle m'a écouté, tout ça. C'est sûr que ça aurait été un psychologue autre africain ou noir ou québécois, je pense pas que ça aurait fait une différence. Pour moi, non. C'est le fait que ce soit un homme. C'est le fait que ce soit un homme puis qu'il comprenne ma réalité aussi. T'sais, est-ce que ça aurait été une femme? Ça aurait été pareil? Je sais pas. Parce que c'est souvent, tu sais, on peut difficilement, malheureusement, magasiner nos psys parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles parce que quand il y a une place, on va te mettre là, surtout dans le système public. Tu sais,
Puis souvent, il y a des gens qui vont avoir des opinions très, très, très poussées. Tu sais, moi, je suis un homme, je veux une femme. Moi, je suis une femme, je veux un homme. Moi, je suis une blanche, je veux une personne qui va comprendre ma culture et vice-versa. Fait que je pense que c'est important que les modèles de personnes qui nous aident soient complètement diversifiés pour qu'on soit capable de dire, ben moi, c'est ça qui va répondre à mon besoin. Tu sais. Je pense que ça vaut la peine aussi de le mentionner. Fait qu'une fois qu'une personne comme toi vient défricher le chemin puis que d'autres hommes à la maison écoutent puis entendent puis disent, ben tu sais, je peux en parler à ma femme, je peux en parler à mon meilleur ami, je peux en parler à mon entourage, je peux avoir, tu sais, tu parlais tantôt d'avoir genre juste une poignée de main d'amis, de personnes proches à qui je sens, OK, ben, je peux aller voir ces personnes-là, puis après, je peux aller chercher de l'aide qui va répondre à mes critères, puis je peux m'en sortir. En fait, c'est le message qui est super porteur d'espoir, qui est important qu'on entende. C'est pas permanent. Parce que c'est ça aussi dans l'idée d'avoir peur de tomber. Je pense, tu as peur de tomber, puis là, t'es tout mourir. Non, c'est pas permanent, effectivement. C'est pas permanent, tu tombes. C'est passager. C'est passager, puis tout est temporaire. Puis ça aussi, des fois, ça fait tellement mal qu'on se dit, ben, je me relèverai pas de ça, là. Mais c'est temporaire. Même si c'est intense, c'est temporaire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, c'est comme si pour eux autres, je tombais du côté obscur, puis là, ben, voilà, je suis pris là-dedans, puis c'est permanent, puis c'est mon identité. Ça aussi, si je suis vulnérable, est-ce que je suis devenu un faible? Est-ce que c'est un trait de caractère d'être un faible? Mais oui, mais être courageux, pour moi, c'était ma définition. Tu sais. C'est quoi la définition d'un homme noir? C'est quoi la définition d'un homme noir que tu voudrais donner en 2024? C'est difficile, là? Ouais, très difficile. Je sais pas et je pense que c'est là... J'allais dire, est-ce que tu lui poses cette question-là pour vrai? Grosse question. Ben, c'est une grosse question parce que... Oui, parce que là, il y a 2 enfants qui veulent élever, puis ils veulent leur donner cette définition-là. C'est quoi la définition que tu veux leur donner? Ben, la définition, c'est sûr, c'est large. Puis la définition, c'est, moi, que je dirais à mes enfants, c'est toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Parce que je peux te donner le modèle, mais ça ne veut pas dire que tu veux devenir ça, là. Tu sais, puis je retourne à nos parents. On veut que tu deviennes ingénieur, on veut que tu deviennes médecin, on veut que tu viennes ici. Mais moi, je suis rentré, je m'en allais psychologue. Premièrement, je m'en allais professeur. Ma mère a dit, t'es malade? Elle dit, ben non, c'est pas payant. Après ça, je dis, je veux devenir psychologue. Elle dit, psychologue? Puis là, je me suis retrouvé, je dis, OK, parfait. Fait que là, je faisais de la radio. Je dis, ben, je veux faire de la communication en radio. OK. Puis là, au début, j'ai commencé, puis jusqu'à maintenant, je fais de la radio communautaire. C'est pas payant. Fait que je me déplaçais, c'est moi qui investis dans mon argent. Puis t'es comme, mais tu veux faire quoi dans la vie? Puis quand j'ai dit finalement, ben, en fait, quand je me suis retrouvé à travers mon emploi professionnel, je me suis retrouvé en gestion. Ah, mais là, OK, là, t'es gestionnaire. J'avais un titre. Faut me gérer. Gérer. T'as des employés, c'est ta responsabilité. T'as des projets. Mais c'est sûr que l'enfant, maintenant, l'homme, le modèle, ben, c'est toi, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est ton apport dans la société. C'est ta carte de différenciation. Puis moi, je dis souvent à mes gars, trouve la carte où ce que tu vas devenir un incontournable. Puis je dis souvent, chaque personne devient un incontournable dans son métier, dans son réseau, dans son domaine. Fait que deviens l'incontournable dans qu'est-ce que tu aimerais, dans ta passion. Tu veux venir jouer au basket, mais deviens l'incontournable, deviens le meilleur joueur. Puis commence petit, meilleur joueur dans ton équipe, meilleur joueur dans ton école, meilleur joueur dans ta section, dans ta ligue, puis vas-y. Puis dans tout ce que tu entreprends, quand tu entreprends, dis-je, deviens le meilleur. Fait que, mais, je trouve que comment tu le dis, tu sais, que tu vas être ton propre modèle, puis que tu vas réussir, puis que peu importe qu'est-ce que tu fais, suis ton chemin. Je trouve que ça, c'est bien parce que justement, ça l'évite de mettre dans une boîte puis de dire, si tu es un homme, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Mais non, c'est que tu donnes trop de pression, là. Oui, mais en même temps, la pression d'être le meilleur tout le temps, tu sais, ça aussi, c'est difficile comme pression parce qu'il n'y en a pas 10 meilleurs joueurs de basket. Non, mais sauf que tu dis, deviens dans ta passion, dans qu'est-ce que tu fais. Tu sais, comme moi, mon gars, il joue au basket. Des fois, c'est tough, là. Tu sais, mon gars, il ne dunk pas encore, là. Là, il y a 16 ans, là. Il y a des gars de 16 ans qui boum, boum. Mais je dis, inquiète-toi pas, continue à travailler fort. Ça va se déboucher, là. Ça va se rendre. Mais je le soutiens, je lui donne l'espoir. Je ne laisse pas comme devienne le meilleur, puis that's it. Non, je vais lui donner tous les outils nécessaires. Puis Moni va se retrouver, là. Il va se retrouver dans qu'est-ce qu'il va faire. Il va se retrouver, puis il va dire, regarde, moi, j'ai du fun, j'ai du plaisir, j'adore ça. Puis that's it. Puis peut-être dans sa tête, il va être le meilleur. Peut-être que lui, il va être satisfait où ce qu'il va être, mais au moins, je l'ai rendu là. Je l'ai rendu là. Puis
Un peu l'idée de shoot for the moon, land in the stars. Tu sais, c'est important. Tu peux pas un jour... Lui, ici, exemple, être meilleur, c'est faire 30 points. Eh bien, je vais dire 10 points dans une game. Pour lui, c'est ça, être meilleur. Mais moi, j'encourageais de dire félicitations, je suis fier de toi. Puis j'étais derrière lui, là. Tu sais, mais je peux pas lui dire, ben, le meilleur, c'est 50, puis je sais qu'il va jamais se rendre à 50. Ouais. En fait, c'est d'être le meilleur de lui-même dans ce qu'il veut faire et non le meilleur du monde entier. C'est ça. Parce que quand tu l'as nommé au départ, là, tu as dit carte de différenciation, j'étais comme, wow. Tous les parents qui n'ont jamais utilisé ce terme, soit une carte de... Tu sais, où est-ce que tu te démarques? Où est-ce que tu... Tu sais, pas ingénieur, avocat, médecin, mais... J'aime comment tu prends l'accent quand tu dis ça, parce que ça vient des parents. Ah oui, parce que ça vient, là. Ça vient. Non, mais il y a des gens, là, qui... C'est comme ça, là. Oh, quel métier? Quelle école? Ben, moi, quand je me suis marié, on m'a demandé quel métier, là. Qu'est-ce que je vais faire plus tard, là? Ben oui. C'est clair, là. C'est même pas une question. C'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oui. Il n'y avait pas de réflexion, là. Il fallait que j'arrive à quelque chose. Je n'allais pas dire, ben, je pense que je vais être à CIBL samedi, gratos. Non. Ça passait pas. Ça passait pas. Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est au niveau de dire, regarde dans quoi tu te différencies, dans quoi tu es intéressé, dans quoi tu as de la passion. Là, j'étais comme, waouh. Puis là, quand tu as dit, deviens le meilleur, là, j'ai dit, oh, hein? Attends une minute, il va falloir reprendre celle-là. Mais quand tu l'expliques vraiment dans le va au maximum de ton potentiel. Ouais. Vas-y, là. Pose-toi tout de max, puis réussir à être ce que tu veux être versus réussir à être le meilleur de ton équipe. C'est là, des fois, qu'il y a des parents qui vont être comme, moi, je laisse mon enfant être ce qu'il veut depuis qu'il est numéro 1. T'es comme, mais il n'y a pas... S'il y a 40 personnes, il faut qu'il soit le numéro 1. Puis des fois, tu n'es jamais le numéro 1 de quelque chose, mais tu es au maximum de ta personne, puis tu es sur ton X. Puis c'est ça que j'ai entendu. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Réussir sa vie, c'est d'être sur son X, puis être sur ce qui convient avec la personne que je suis, dans le meilleur de mes capacités, puis aussi dans me challenger. Parce qu'il faut qu'il y ait un petit niveau de défi. Il faut que, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on est sur le trop de confort, à un moment donné, c'est comme si... il y a quelque chose que tu n'as pas poussé, mais il ne faut pas que tu sois dans une tension, là, comme « Oh, je suis sur le bord d'exploser tout le temps ». Fait que la zone de défi n'est pas pareille pour tout le monde, mais tout le monde, s'ils touchent à la zone de défi, puis ils retournent dans leur confort, puis ils ont des défis, c'est une très belle vie, là. C'est une très, très bonne vie. Puis c'est la définition, finalement, d'être un être humain. Puis cette définition-là, on dirait que pour l'homme noir, c'est devenu autre chose. L'homme noir doit être quelque chose qui n'est pas cette définition. Parce que quand on le décortique et tout, c'est une définition d'une femme noire, une femme... Tu sais, mais en fait, souvent, quand on va parler, on va mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, mais quand on s'assoit puis qu'on parle puis qu'on regarde c'est quoi le chemin qu'on a eu, on se rend compte qu'on a juste eu un chemin d'une personne humaine. Puis c'est comme ça qu'il est difficile à trouver l'individualité dans la masse de on s'attend de moi telle chose parce que je suis un homme, mais en même temps, avant d'être un homme, tu es un humain. Fait on se rejoint à quelque part. Mais je trouve que c'est tellement difficile de dire à quelqu'un, tout le monde a le droit d'avoir la même définition d'être le meilleur de soi-même, mais en même temps, soit différent. Puis tu sais quoi? Ben, tu portes un petit héritage. Puis tu sais quoi? Quand les gens vont te regarder, ils vont voir des choses que tu n'es pas, mais il va falloir que tu te défendes d'avance. Fait arrive avec un petit geste de prévention. Arrive avec un petit geste de prévention. Puis, s'il faut que tu fasses du code switching, ben, let's go! On va parler de même, puis... c'est dur, là. C'est simple, mais c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Puis, je trouve que nos jeunes adolescents, on leur demande des fois pas assez ou des fois beaucoup trop. Je sais pas, j'ai l'impression... Mais c'est que c'est normal, hein? Tu sais que on a tellement peur qu'ils tombent dans une mauvaise direction, qu'ils soient dans l'échec, qu'on veut les couvrir. Puis des fois, nos réflexions, nos manières d'être, ben, on ne réfléchit pas, là. Des fois, on les pousse. Tu sais, des fois, moi, je pousse mes enfants, puis je suis comme, mais calme-toi, là. C'est toi, là. C'est toi. Gère-toi, là. Gère-toi, là. Tu sais, des fois, tu pousses, là. Tu dis, non. Hey, wow, là. Quand tu prends une minute de réflexion, tu es comme, OK, wow. Mais tu as tellement peur, puis tu as tellement peur que je ne veux pas qu'elle vole, je ne veux pas qu'elle fasse ci, je ne veux pas qu'elle fasse ça, que des fois, tu oublies. Est-ce que tu l'adresses avec tes gars, des fois? Souvent. Ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. L'influence. Puis, je suis content, je connais les amis et tout ça, mais moi aussi, j'étais influenceur, là. J'étais influencé.
différence. Puis, mais des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai pas le choix d'adresser la situation. Si jamais il y a une amie qui fait telle chose, mais fais attention, tu sais. Puis est-ce que tu leur dis, mettons, là, t'es allé loin, tu les as coupés, puis là, après, tu te rends compte que, oh mon Dieu, j'ai été trop loin. Est-ce que tu t'assois avec eux, puis tu leur dis, tu sais, là, cette partie-là, j'ai été très strict, j'ai mis un cadre, j'ai voulu te couver, ça, c'était mes peurs, mais ce que je veux, dans le fond, c'est X, Y, Z chose. Oui, mais pas souvent. Okay. Parce que si tu disciplines, puis après ça, tu dis « Ah, ben je m'excuse », ben le comportement ne va pas changer. Parce qu'ils vont dire « Ben, on le sait bien, si papa me chicane, après ça, il va s'excuser ou après ça, il va s'expliquer. » Ben, je pense pas que le message va passer. Je vais le faire quand que je vois que j'ai été offline. Quand j'ai été comme... Mais c'est ça. Des fois, tu... C'est de ça qu'on parle. On parle là. Des fois, tu snaps pour rien, là. Tu snaps, là, t'es comme... OK, wow, là. Comme exemple, mon gars, il va jouer au basket à Repentigny. Puis on s'entend à Repentigny dans le temps, mais jusqu'à maintenant, il y a du profilage racial au niveau de la police et tout ça. Puis il y a une époque où j'avais très peur que mon gars aille sur le court de basket parce que je voulais pas qu'il soit identifié. S'il y a jamais quelque chose, c'est le premier qu'on part. Puis lui, il comprenait pas que là, maintenant, il fait noir tôt, qu'à 5 heures, il fait noir sur le court. Tous les noirs, c'est des noirs. Et voilà. Fait que lui, il comprenait pas pourquoi. Lui, dans sa tête, il dit, ben, je m'en vais jouer au basket. Depuis que je suis jeune, je m'en vais jouer au basket, il n'est rien arrivé. Je dis, ouais, mais là, tu as 16 ans, tu as des dreads, tu mesures 5 pieds 7. Tu commences à être, c'est comme tu as le profil, là. Tu sais, tu as le profil de gars que s'il arrive quelque chose, ben, hey, c'est lui, là. Je dis, il faut faire attention, ouvre tes yeux. Puis, au début, j'étais souvent sa panique parce que quand il ne rentrait pas à la maison, ben, je le textais, puis j'étais comme, il est l'heure de rentrer, il est l'heure de rentrer. Il dit, papa, t'exagères, là. Tu sais avec qui que je suis. Je n'étais même pas 5 minutes de la maison. Là, tu es en train de faire une grosse histoire. Puis j'ai dû m'asseoir pour lui expliquer pourquoi que j'agissais comme ça. Puis il a compris. Puis là, maintenant, il dit, OK. Mais là, moi aussi, je me suis calmé, là. Je me suis dit, OK, calme-toi, là, c'est pas tous les policiers qui vont tout l'arrêter. C'est un bon gars, etc. Fait qu'il faut que tu il faut que tu tournes down un peu, puis tu réfléchisses, tu dis, OK, laisse quand même la chance au coureur, là. Tu peux pas le couvrir à 150%. Il peut arriver une bad trip, il peut arriver un petit pépin, mais au moins, là, il sait. Comme là, mon fils, il sait. Il dit, papa, il y a une limite qu'il ne faut pas qu'il y aille. Que s'il faut qu'on rentre à 5 heures, mais il va m'appeler. Je peux-tu rester plus tard? OK, il n'y a pas de problème, c'est beau, c'est réglé. Fait que moi aussi, j'ai dû me tempérer aussi à ce niveau-là. Parce que ce que tu demandais, c'est pour une insécurité qui vient d'un historique qui est vrai. Qui est vrai, là, c'est tout. Ouais. Mais ça aussi, combien de parents qui mettent des règles puis ils les expliquent pas? Non, c'est important d'expliquer. Quand tu n'expliques pas, ton jeune te regarde comme « t'es juste fou, là. T'es un vieux qui panique, là. Ouais. T'as pas rapport. T'as pas rapport. Ouais. De toute façon, tout ce que tu penses, c'est expiré, là. T'as pas rapport, là. Alors que quand tu expliques, puis qu'il réussit à comprendre vraiment... Parce que ça aussi, quand tu expliques réellement, des fois, tu réalises à quel point « Hey, j'ai pas rapport pour de vrai. Ou « Non, ça a du sens, mais peut-être que lui, il n'y a pas cet œil-là. Lui, il n'est pas dans ce monde où est-ce que hey, le monde est si pire que ça. » Puis je me vois expliquer des affaires à ma fille, puis elle est comme « Maman, est-ce que tu parles d'un film ou tu parles pour de vrai? » Je suis comme « Chérie, je te parle pour de vrai. Je t'explique pourquoi le mois de l'histoire des Noirs existe. C'est pour de vrai. Puis c'est déjà arrivé. » Puis elle dit « Mais ces gens-là, ils étaient stupides. » Là, j'ai dit « Oui, on est d'accord. Mais ils ont quand même existé, puis ils ont quand même pensé que plus ta couleur de peau était foncée, moins tu valais la peine, moins tu avais de valeur. » Puis elle m'a dit « Je peux pas croire que les gens ont prixté des gens. » Elle a inventé un mot, là. Prixté. Prixté. Puis j'étais comme... Mais c'est un regard naïf, c'est un regard d'enfant, c'est un regard... Puis c'est plate le monde dans lequel on est, parce qu'on ne peut pas garder ce regard d'enfant-là tout le temps, mais si on ne l'explique pas, et c'est la job, je pense, de tous les parents d'expliquer le monde, que tu sois, peu importe la nationalité ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, j'allais dire, avec notre perception de ce monde-là. Avec notre perception de ce monde-là, puis selon ce que nous, on juge qui est pertinent, c'est des parents qui protègent d'un mal invisible, puis ils ne sont pas capables de l'expliquer parce que c'est tout dans leur tête. C'est plus compliqué, là, tu sais. Puis... Chad, est-ce que tu as un mot de la fin? Oh my God. Déjà? Oui. Wow! Wow, oui, je sais. Ça passe vite. C'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Mot de la fin. Mot de la fin que je pourrais dire, c'est de lâcher prise. Quelqu'un qui vit des moments difficiles, questionnez-vous, mais lâchez prise. Essayez de comprendre, mais lâchez prise. Puis demandez de l'aide, puis exprimez-vous. Puis je vous dirais, vous allez passer à travers.
Parce que je vois pas d'autres choses que je peux dire. Je peux pas dire, ben oui, parle. Non, lâche prise. Lâche prise, puis comprends. Puis je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui me disait, essaie de comprendre pourquoi tu dois vivre ce moment-là. Essaie de comprendre pourquoi que tu dois vivre cette dépression-là. Puis la journée que tu vas comprendre pourquoi, mais lâche le morceau. Puis ça va fonctionner. C'est le conseil que je pourrais dire. Lâcher prise. Ouais. Et où les gens peuvent te rejoindre, Chad, s'ils veulent te suivre après avoir vu notre super épisode? À la radio, tous les samedis, CIBL 101.5, à partir de 11h. On est sur les médias sociaux, Monsieur Damord, DAMORD, Facebook, la même affaire aussi. Moi, je peux regarder de Facebook, Instagram. J'ai pas le choix à cause de l'émission et tout ça. Mais allez vérifier nos Instagram, on est là. Je suis présent. Je suis plutôt le ghost. Tu sais, je suis présent, mais je suis pas présent, genre. Mais je suis. Fait que si les gens veulent surtout me entendre qu'est-ce qu'on fait, la radio, puis allez voir aussi les capsules d'inspiration. J'ai un petit moment que je prends 5 à 10 minutes des fois dans l'émission pour inspirer, motiver, donner des conseils, etc. Ça sort de la zone normale d'une émission hip-hop où c'est très festif, dynamique. Mais j'aime ça prendre ce petit moment-là pour... Tu sais, ne jamais oublier d'où ce que tu sors. Hein? Fait que je garde ce petit 5-10 minutes-là, là, juste pour dire, guys, vous n'êtes pas tout seul à vivre des petits moments difficiles-là. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Oui, mais on continue. On continue sur Patreon. Fait que venez voir qu'est-ce que Chad va répondre à vos questions. Yes. Après, bien sûr, nous avoir suivis sur toutes nos plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, avoir partagé l'épisode d'aujourd'hui aussi. Mais une fois que ça c'est fait, on vous attend sur Patreon.